parfait. Alors, juste pour remercier, bonjour à toutes et à tous. Donc, mon nom est Djenaba Ndiaye, je suis professeure de droit à l'UQAM et directrice de l'Observatoire sur les migrations internationales, les réfugiés, les apatrides et l'asile OMIRAS, qui est une plateforme de recherche rattachée à l'IEM sur les dynamiques migratoires dans une perspective multidisciplinaire, donc avec une équipe des chercheurs qui se trouvent au Canada et à l'international. De, on essaie vraiment de trouver des solutions, comme on dit, là, de façon sécuritaire, euh, transversale aussi, en intégrant la question de la mobilité dans son intégralité. Et puis, on favorise beaucoup aussi la contribution des jeunes chercheurs venant des pays d'émigration ou des pays de transit afin que ce qu'on appelle qu'on puisse atteindre la démocratisation des savoirs, surtout l'accès au savoir et la vulgarisation des travaux des chercheurs du Sud aussi. Ça fait partie de nos missions. Mais on a une équipe composée de tous les citoyens du monde. On a des Canadiens, des Français, des Italiens. C'est le melting pot, comme on dit, à l'Emiras. Donc, et puis, je voudrais profiter de l'occasion pour remercier la coordonnatrice Myriam Pigeon qui a organisé cet atelier. Remercier très sincèrement Alexis et Nicolas et le comité de droit de l'immigration. J'ai mes étudiantes aussi qui travaillent fort au niveau du comité de droit de l'immigration du département de la faculté à l'UQAM. Donc, ils font un excellent job en termes de vulgarisation du contenu sur les questions liées à la migration forcée comme la migration économique. Alors, je vais juste présenter aujourd'hui nos deux invités, Alexis Jobin-Teberge, qui est aussi mon étudiant en cours de maîtrise en droit, et conseiller cadre pour le PRAIDA, étudiant du DSS en droits humains et passionné par la défense des droits humains. Ça, je l'ai constaté en classe aussi. Les mouvements migratoires, la géopolitique et le droit international. Alexis a réalisé des études supérieures en criminologie, en droit international et en gestion du développement international au Canada ainsi qu'au Brésil. Et un parcours académique qui l'a amené à étudier les causes et les fonctionnements de la migration irrégulière et ses différentes routes. Notre deuxième intervenant est Nicolas Gagnon-McMahon. Nicolas est travailleur social et représentant désigné du PRAIDA pour la Commission de l'immigration et du statut du réfugié du Canada. Il est membre de l'Ordre des travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec. Il détient un baccalauréat en travail social et un certificat en immigration et relations interethniques à l'UQAM. Ayant à cœur la défense des droits, il a comme objectif de carrière de prendre part activement à titre d'acteur de changement et dans une visée de justice sociale à la transformation des différents systèmes économiques, politiques, sociaux et idéologiques qui participent à marginaliser, à exclure certains groupes d'individus d'une existence sociale affranchie et démocratique. Donc, aujourd'hui, nos deux invités, évidemment, vont nous parler un programme assez particulier que nous avons ici au Québec, le programme régional d'accueil et d'intégration des demandeurs d'asile. Donc, la médicauserie portera vraiment sur le programme, sur la finalité qui est poursuivie dans ce programme, quels sont les objectifs, quelle est la réalité sur le terrain. On voit de plus en plus que la gestion de la demande, de la gestion de l'asile au Canada, notamment les demandeurs d'asile, entre autres, est quand même une priorité du gouvernement. Et l'est davantage avec ce qui se passe dans notre frontière du Sud avec les États-Unis, des mouvements de population qui cherchent à avoir une protection internationale au Canada à travers le schéma Roxham, entre autres. Donc, sans plus tarder, je donne la parole. C'est qui commence? C'est Nicolas ou c'est Alexis d'ailleurs? Avec moi. Ah, OK, parfait. Donc, merci encore une fois, puis merci aux invités d'être là, les étudiants et les étudiantes aussi du comité droit de l'immigration de l'UQAM. Donc, on est entre nous, en bon UQAMien, en bonne UQAMienne.
pour discuter de la question de la mobilité, particulièrement de la mobilité forcée ou migration forcée. Donc, merci. Je vais juste préciser que je ne resterai pas jusqu'à la fin de la conférence ou de l'activité parce que j'ai une assemblée départementale à 13h30, mais c'est un énorme plaisir de recevoir les étudiants. C'est important, je pense, de vous donner la parole pour participer, partager votre expérience sur ce que vous faites sur le terrain. Merci. Merci. Et merci beaucoup pour cette belle introduction. Donc, bonjour tout le monde. On est vraiment content d'être ici aujourd'hui pour vous parler de notre superbe programme, donc le PRIDA, qui est le programme régional d'accueil et d'intégration des demandeurs d'asile. Donc, avant de commencer, nous, on aime bien commencer nos présentations avec cette citation qui est, en fait, c'est l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés. On trouve que cet article-là est très parlant là, dans le cadre de notre travail. Donc, chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne. Donc, en fait, vraiment, l'objectif de notre présentation, c'est de vous initier au processus de la demande d'asile au Canada, voire au Québec. Vous parler là, davantage de notre mandat et de notre intervention auprès des demandeurs d'asile. On va vous parler aussi de la trajectoire du vécu puis des enjeux propres aux demandeurs d'asile. On va aussi vous parler de la question des droits et accès. On va vous parler un petit peu plus en détail là, de nos différents services. Puis, on va vous parler de comment la pandémie de coronavirus a impacté là, les demandeurs d'asile. Donc, avant de débuter, on trouvait ça important de vous partager quelques faits saillants de l'année 2020-2021, donc année de pandémie. En fait, le HCR a enregistré encore une fois un nombre sans précédent. 82,4 millions de personnes ont été déplacées à la fin de 2020 par la guerre, les conflits, la persécution puis les violations de droits humains. Donc, l'an passé, c'était 79 quelques millions, puis cette année, le chiffre a encore augmenté. Puis en plus, on est en pleine pandémie où la plupart des frontières là, se sont fermées. Parmi ce nombre-là, on compte 4,1 millions de demandeurs d'asile. En fait, là, si on ventile les chiffres, ça représente une personne sur 95 qui a été forcée de fuir. Donc, on ne parle pas de parcours migratoire planifié, mais bien de parcours migratoire non planifié, donc de l'immigration forcée. Près de la moitié de ces personnes-là sont des enfants. Ici, 68 de tous les réfugiés proviennent de seulement 5 pays. Donc, on parle à l'heure actuelle du Soudan du Sud, de l'Afghanistan, du Venezuela, de la Syrie et du Myanmar. Aussi, la plupart des personnes pensent que les personnes tendent à chercher la protection dans les pays riches, mais en fait, 80 des personnes déplacées se trouvent dans un pays. En fait, la plupart des personnes vont se déplacer dans les pays limitrophes. Puis, bien souvent, là, ces pays-là sont touchés par une grave insécurité alimentaire et la malnutrition. Aussi, c'est important de comprendre là, que la recherche de refuge, c'est un droit garanti qui est garanti par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, qu'est-ce qu'un demandeur d'asile? En fait, un demandeur d'asile, c'est une personne qui, soit à son entrée au Canada ou au cours d'un séjour temporaire, va demander la protection du Canada. Par exemple, un court séjour temporaire, on peut penser qu'un un étudiant étranger qui étudie au Canada, puis arrive une situation X dans son pays, puis il n'est pas en mesure de retourner chez lui parce que sa vie serait en danger. On peut penser, par exemple, à ce qui est arrivé cet été en Afghanistan, donc les talibans qui ont pris le pouvoir de l'Afghanistan. Donc, les personnes qui étaient en Afghanistan, plusieurs d'entre elles ont fui, mais ceux qui étaient à l'extérieur n'étaient pas vraiment en mesure là, de retourner de façon sécuritaire chez elles. En fait, au Canada, c'est la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, qui est un tribunal administratif, qui vont évaluer toutes les demandes d'asile en vue de rendre une décision sur l'octroi ou non du statut de réfugié. En fait, le gouvernement canadien accorde l'asile à des personnes qui se trouvent ici sur son territoire, qui craignent la persécution ou qui seraient en danger là, si jamais ils devaient retourner dans leur pays d'origine. En fait, ici, je voulais juste vous montrer l'exemple d'un document d'identité que les demandeurs d'asile peuvent présenter. Parce qu'en fait, les demandeurs d'asile, c'est des résidents temporaires, donc ils n'ont pas de carte RAMQ, puis ils n'ont pas de passeport canadien, puis bien souvent, ils n'ont pas non plus de permis de conduire québécois. Donc, vraiment, la pièce d'identité qu'ils vont montrer pour obtenir des services, c'est le document du demandeur d'asile ou papier marron, document brun. Donc, c'est ça ici, c'est un spécimen. Pendant la pandémie, en fait, il y a eu certaines
il y a eu certains services là, qui ont été suspendus, notamment l'émission de documents du demandeur d'asile. Donc, plusieurs demandeurs d'asile là, se retrouvaient avec seulement des avis de réception de la demande d'asile, ce qui a créé beaucoup de barrières d'accès aux différents services. On va en parler un petit peu plus tard dans la présentation, là, quand on va vous parler des principaux impacts que la COVID a amenés pour les demandeurs d'asile. Les routes migratoires maintenant. En fait, ben, comme dans l'introduction, le professeur l'a dit, moi j'ai étudié au Brésil. Puis en fait, au Québec, on se rend compte qu'il y a plusieurs personnes qui vont entreprendre la route des Amériques en vue de venir demander l'asile au Canada. En fait, il existe plus. Ça ici, c'est une carte là, qui montre le principal trajet. Moi, je connais plus principalement le point de départ Sao Paulo, étant donné que j'ai étudié puis j'ai travaillé dans un organisme de Sao Paulo. Mais sachez qu'il existe plusieurs points de départ à d'autres places, comme par exemple en Colombie ou sinon en Amérique latine. Donc, voilà. En fait, cette route-là, c'est une route qui est très dangereuse. C'est une route. Pourquoi le Brésil? Bien, pour plusieurs ressortissants africains, les exigences d'entrée et de sortie sont quand même assez souples. Donc, par exemple, une personne originaire de la République démocratique du Congo n'aura pas nécessairement besoin de visa là, pour venir au Brésil. Donc, le Brésil, ça va être vraiment un pays de transit où ils vont se mettre en lien avec des passeurs ou aussi récolter un petit peu d'argent en vue d'entreprendre la route. Pour ceux et celles qui quittent du Brésil, bien, ils vont vraiment traverser là, 11 frontières de manière irrégulière, puis de par leurs propres moyens. Donc, ils vont avoir recours à des passeurs, ils vont utiliser des autobus, ils vont utiliser des bateaux de fortune, notamment ici, là, dans la portion pour rejoindre le bouchon de Darien. Puis en tout cas, bref, c'est une route qui est extrêmement dangereuse, surtout ici, qui est le bouchon de Darien, qui se trouve être une forêt là, qui sépare la Colombie puis le Panama. En fait, il n'existe pas de route, puis les personnes doivent vraiment traverser la forêt à pied. Donc, ils vont trouver des passeurs là, qui vont les aider à parcourir cette route-là. J'aimerais attirer votre attention à cette portion de la route qui est vraiment très dangereuse parce qu'en fait, c'est vraiment un no man's land. Il n'y a pas de police, il n'y a pas de route, donc ils sont vraiment à la merci là, puis il y a plusieurs groupes, des groupes paramilitaires qui sont actifs dans cette région-là, notamment pour le trafic de migrants, le trafic d'armes et le trafic de drogue. Donc, vraiment, les migrants qui traversent cette portion-là se trouvent à la merci là, des groupes criminels. Il y a énormément de violence organisée dans cette portion de la route. Plusieurs personnes, malheureusement, en décèdent de par les intempéries de la jungle, mais aussi de par la violence là, qui sévit dans cette région-là. Aussi, ben, c'est une route qui coûte extrêmement cher. Puis, par exemple, on peut parler de jusqu'à 6 000 US. C'est une route aussi qui prend extrêmement de temps. Sachez que les personnes aussi peuvent se faire refouler s'ils se font intercepter là, une des frontières. Aussi, on va vous partager le PowerPoint à la fin de la présentation, mais je vous invite fortement à cliquer sur l'hyperlien ici qui mène vers un documentaire qui suit une famille congolaise qui part du Brésil pour prendre la route pour se rendre jusqu'au chemin Roxham en vue de demander l'asile au Canada. C'est vraiment un super documentaire, puis je vous encourage fortement à le visionner. Il existe, c'est en deux parties. En fait, le premier, on suit la famille qui prend la route, puis le deuxième, c'est l'expérience de la famille là, une fois au Canada. C'est sur mute. Pardon. Donc, je disais que justement, il y avait plusieurs vécus, plusieurs enjeux là, auxquels les demandeurs d'asile et réfugiés sont confrontés. Donc, comme on disait, c'est une migration qui est forcée, qui est non volontaire. Donc, veut pas, ça crée beaucoup là, d'émotions fortes là, chez les gens qui, une fois qu'ils arrivent au Canada. Donc, ça crée... on parle de séparation forcée de la famille, des deuils multiples, que ce soit deuil du réseau, deuil du pays d'origine, de ses coutumes, précarité financière, incertitude face au statut temporaire également, parce qu'on n'a pas accès aux mêmes services. Et étant donné que c'est non volontaire, il y a souvent des raisons, c'est qu'ils ont été persécutés au pays, où il est arrivé des situations ils craignaient pour leur vie, ils ont dû quitter. Donc, dans ces genres de situations-là qui reviennent souvent, on parle de viol, grossesse suite à des viols, les maladies aussi que les personnes peuvent avoir attrapées en raison de violences comme ça, torture, séquelles psychologiques, emprisonnement, séquestration.
Et c'est sûr que arrivé ici, bon, ils font face à une nouvelle culture, des nouveaux référents culturels. Donc, il y a évitablement là, un choc culturel. Donc, on parle de barrières linguistiques, perte de repères identitaires, la difficulté aussi d'adaptation à un nouveau système. Puis, on donne aussi l'exemple là, de la relation homme-femme qui change. Ça représente aussi là, des situations auxquelles les demandeurs d'asile font face, puis que ça demande quand même une adaptation. Puis le PRAEDA est justement là pour informer là, à différents niveaux à ce niveau-là. Donc, je parlais des deuils. Justement, je l'avais nommé le deuil du pays d'origine, réseau social et de la famille, parce que justement, souvent, il y a beaucoup de membres de la famille qui sont laissés derrière dans différents pays. Donc, souvent, c'est ça, la famille est un peu éclatée. D'autres enjeux importants qu'on voit beaucoup au niveau du suivi, c'est justement la condition de santé qui est précarisée par tout ce parcours-là traumatique. Donc, il y a beaucoup de syndromes de stress post-traumatique, beaucoup de symptômes dépressifs, dépression majeure, anxiété. Et ça, on travaille avec ça là, au quotidien avec eux là, en les référant dans différentes ressources, en donnant des trucs c'est ça. Puis, c'est sûr que je parlais aussi de difficulté d'accès à de multiples services. Donc, étant donné qu'ils ont un statut qui n'est pas permanent, ben, ils n'ont pas accès. C'est pas tout le monde c'est pas tous les professionnels qui sont à l'aise ou qui connaissent aussi, qui sont sensibilisés à la situation des demandeurs d'asile. Donc, souvent, il y a une méconnaissance au niveau de la couverture médicale. Donc, le PRAEDA est là justement pour informer, s'assurer, sensibiliser. Puis, comme aujourd'hui, on fait là, pour s'assurer que les gens puissent comprendre c'est quoi leur situation, puis qu'ils sont bel et bien couverts, puis ont bel et bien accès à des services. Malgré qu'ils n'ont pas un statut qui est permanent. Donc, difficulté d'accès au logement, services de garde subventionnés, allocations familiales qui n'ont pas accès, mais que je vais en revenir un peu plus tard, là, mais que le PRAEDA offre là, un service qui vient un peu pallier là, à ça. Donc, voilà. Donc, vas-y. Donc, moi ici, je vais aborder le processus de la demande d'asile et la trajectoire des demandeurs d'asile. Donc, d'abord, je vais parler là, des conventions internationales et certaines ententes là, qui régissent les demandes d'asile au Canada. En fait, il existe une entente entre les États-Unis et le Canada, soit l'entente sur les tiers pays sûrs. En fait, cette entente-là pousse les gens à franchir la frontière irrégulièrement. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, le Canada statue que les États-Unis est un pays sûr et les États-Unis statuent que le Canada est un pays sûr. Donc, si un demandeur d'asile qui arrive par le sud en vue de venir au Canada, donc forcément, il va mettre le pied en premier aux États-Unis. Donc, en vertu de cette entente-là, la personne doit déposer sa demande d'asile dans le premier pays sûr dans lequel elle arrive. Donc, si une personne qui arrive, par exemple, du Brésil, qui monte pour venir au Canada, arrive aux États-Unis, donc en vertu de l'entente, elle doit demander la demande d'asile aux États-Unis. Qu'est-ce qui arrive si jamais elle continue de monter puis présente une demande d'asile à un poste frontalier officiel? Bien, elle va être refoulée vers les États-Unis en vertu de l'entente parce qu'elle doit déposer une demande d'asile dans le premier pays sûr auquel elle arrive. Puis vice-versa, l'entente s'applique là, de la façon inverse. Par exemple, un travailleur agricole mexicain qui travaille ici puis qui voudrait venir demander l'asile aux États-Unis, en vertu de l'entente, il ne peut pas. Donc, s'il se présente à un point d'entrée officiel, il va être refoulé vers le Canada. Par contre, il existe 4 types d'exceptions, soit les exceptions concernant les membres de la famille. Donc, si les personnes ont des membres de la famille au Canada, ils vont être en mesure là, de déposer une demande d'asile à un poste d'entrée officiel. Il y a une exception aussi concernant les mineurs non accompagnés. Donc, des mineurs non accompagnés, c'est des jeunes qui demandent l'asile, en fait, sans la présence de leurs parents ou tuteur légal. Au Canada, là, on doit en avoir à peu près 100, 150 par année. C'est ça, Nicolas? Environ? OK. Sinon, il y a une autre exception aussi concernant les titulaires de documents. Donc, par exemple, quelqu'un qui aura un permis de travail valide là, pour au Canada. Puis, il y a une dernière exception, ça concerne l'intérêt public. Donc, c'est les personnes là, qui seraient à risque de subir la peine de mort aux États-Unis ou dans un autre pays. Donc, si les personnes ne se qualifient pas en vertu de ces exceptions-là,
ben, ils ne sont pas en mesure de venir demander l'asile au Canada, à moins qu'ils traversent la frontière irrégulièrement. Donc, ils vont contourner le poste d'entrée officiel pour venir présenter la demande d'asile au Canada. Puis, c'est ce qui a médiatisé là, le fameux chemin Roxham. Je ne sais pas si tout le monde est familier avec le chemin Roxham, mais le chemin Roxham, c'est un petit chemin de terre qui est tout près là, du poste officiel de Saint-Bernard-de-la-Colle. Le chemin Roxham a été notamment médiatisé à l'été 2017 quand il y a eu les arrivées massives là, de demandeurs d'asile haïtiens qui étaient aux États-Unis. En fait, à l'époque, c'est l'administration Trump avait menacé de mettre fin à leur statut temporaire en fait, c'est Protected Temporary Status. Ouais, c'est leur statut temporaire aux États-Unis. Donc, l'administration Trump avait menacé de le mettre fin. Donc, de peur d'être déportés en Haïti, ben, les gens là, sont venus faire une demande d'asile au Canada. Donc, ça, c'est l'entente sur les tiers pays sûrs qui, à l'heure actuelle, là, fait l'objet est à la Cour fédérale, là, si je ne me trompe pas. J'ajouterais aussi à ce niveau-là que lors de l'audience, les demandeurs qui ont passé justement de façon irrégulière par le chemin Roxham, ils doivent expliquer pourquoi ils n'ont pas demandé l'asile aux États-Unis. Donc, c'est vraiment une question qui est automatique pour ces personnes-là. Puis, généralement, en tout cas, en raison des politiques de Trump, lorsqu'ils nomment qu'il y avait peur pour leur vie en raison de Trump et de la politique, puis comme quand c'est expliqué comme ça passe en audience. Puis, aussi, ben, je voulais peut-être faire une petite mention là, c'est important de faire attention aux terminologies qu'on utilise, puis d'éviter d'utiliser le terme illégal, parce que vraiment, ce n'est pas illégal le geste qu'il pose. Vaut mieux là, utiliser le terme irrégulier, parce qu'utiliser légal tend à criminaliser le geste qu'il pose, alors que c'est protégé là, par les conventions internationales. Donc voilà, puis ça m'amène maintenant à vous parler des conventions de Genève. Donc, les conventions de Genève relatives au statut de réfugié, ils ont été mises sur pied là, suite à la Deuxième Guerre mondiale. Puis en fait, la définition, c'est d'être persécuté ou craindre d'être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de ses opinions politiques, puis de son appartenance à un groupe social. Par exemple, on peut penser là, aux personnes issues de la communauté LGBTQ ou encore quelqu'un qui aurait une condition médicale particulière puis serait persécuté du fait de cette condition-là. En fait, la définition de la Convention est reprise à l'article 96 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. Il existe une autre convention aussi, c'est la Convention contre la torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Cette convention-là est un petit peu plus récente, elle date de 1984, puis le Canada l'a aussi signée. En fait, cette convention-là exige aux États qui l'ont ratifiée de prendre des mesures concrètes afin que ce type de traitement-là n'existe pas à l'intérieur de leurs frontières, mais aussi de prévenir de renvoyer quelqu'un dans son pays, dans leur pays d'origine, qui serait à risque là, de subir de tels traitements. Puis, je voudrais juste revenir aussi à la question de irrégulier versus une traversée régulière versus irrégulière. Nous, Prida, ça ne nous importe pas là, que la personne ait traversé la frontière de manière irrégulière ou pas. Vraiment, nous, on ne se fie pas à ça. Voilà. L'examen des risques avant-envoi, donc souvent on dit l'erreur. Donc l'erreur, c'est vraiment, ça permet de s'assurer qu'une personne qui doit être envoyée au Canada, puis s'il y a un danger qui est présent, bien, qu'elle soit persécutée, mais qui n'est pas à y retourner. Donc, c'est dans une visée aussi que le Canada ne va pas renvoyer des gens qui craignent pour leur vie, malgré le fait qu'ils ont passé à travers un processus auquel ils n'ont pas réussi à démontrer. Donc, c'est comme une dernière chance souvent. Donc, le principe, justement, il s'applique quand une demande d'asile a été rejetée. Lorsque une demande d'asile fait l'objet d'un désistement. Donc, quand on parle de désistement, c'est quand une demande d'asile a été un peu soit abandonnée, soit on n'a plus de nouvelles et que la personne ne répond pas au délai exigé par la Commission de l'immigration, soit qui a été retirée ou qui a été jugée inadmissible en vertu du projet de loi C-97 que je vais parler juste, c'est possible de revenir. Je voulais juste ajouter aussi que
en raison justement en fait, non, on peut y aller avec le tierce pays sûr. Pas les tierces pays sûres, le projet de loi C-97. Dans le fond, c'est depuis 2019, avril 2019, donc les personnes qui ont soumis une demande d'asile dans un pays dans lequel le Canada a conclu une entente d'échange de renseignements sont considérées non admissibles pour présenter une demande d'asile au Canada. Ces pays-là, c'est l'Angleterre, l'Australie, les États-Unis et la Nouvelle-Zélande. Donc, pour ces personnes-là, ça pose quand même un certains problèmes des fois là, au niveau de... Ça précarise finalement là, la situation des gens qui demandent une deuxième fois, qui tentent de demander l'asile une deuxième fois au Canada. Par exemple, souvent, c'est des personnes qui se sont quand même installées aux États-Unis, ils ont demandé l'asile, ils ont eu des enfants, donc leurs enfants ont une citoyenneté américaine. Et les personnes ont demandé l'asile, mais qui ont soit été refusées ou qui ont eu peur, et alors ils sont venus demander l'asile au Canada. Ils ont automatiquement accès finalement à l'erreur, donc à l'examen des risques en renvoi. Veut pas, ça leur enlève aussi une certaine... Ils ont la même couverture médicale, mais ça précarise un peu aussi leur situation tout au long là, du processus. Puis en audience aussi, ce qui arrive, c'est que généralement, moi, comme représentant désigné, je vais représenter les enfants qui sont citoyens américains, mais qu'il n'y a pas d'acceptation de citoyens américains parce qu'en raison de l'entente du tiers pays sûr, ben, les États-Unis, c'est considéré comme un pays qui est sûr et qui offre protection, là, peu importe. Donc, des fois, ça pose cette problématique-là. C'est ça, disons que ça rallonge le processus pour les demandeurs d'asile, puis ça maintient aussi une certaine vulnérabilité là, jusqu'à la fin. Après ça, ils peuvent demander l'humanitaire, mais pour ça, il faut vraiment qu'ils travaillent au niveau de leur intégration, qu'ils démontrent là, qu'ils ont appris les langues officielles et qu'ils travaillent et tout. Donc, on peut demander l'asile à différents points d'entrée. En fait, au Québec, la majorité des demandes d'asile se font au point d'entrée terrestre, notamment le chemin Roxham ou le poste frontalier de Saint-Bernard-de-la-Colle. Sinon, il y a aussi la possibilité de le faire à un point d'entrée aérien, comme par exemple à l'aéroport Pearson ou encore à l'aéroport Pierre-Elliott-Trudeau, puis aussi à un point d'entrée maritime. Mais ici, au Canada, compte tenu de notre position géographique, c'est quand même un petit peu plus rare. Mais ça existe quand même. En fait, c'est l'Agence des services frontaliers du Canada qui va accueillir la demande d'asile lorsque c'est fait à un point d'entrée officiel. Si jamais la personne se trouve au Canada puis qu'elle veut présenter une demande d'asile, ben, elle va plutôt devoir là, se référer à un bureau d'immigration, réfugiés et citoyenneté Canada. Puis ici, à Montréal, il y en a un au centre-ville. En fait, ici, je voulais vous parler de la trajectoire du demandeur d'asile, puis quand le PRAIDA vraiment là, commence son intervention auprès des demandeurs d'asile. Donc, ici, on va se situer là, au poste frontalier de Saint-Bernard-de-la-Colle, mais plus précisément au chemin Roxham. Donc, moi, Alexis, je suis une personne originaire du Mexique. J'ai traversé les États-Unis à pied, puis je m'en vais demander l'asile au Canada et je traverse par le chemin Roxham. Donc, à mon arrivée, l'autre côté de la frontière, je vais me faire intercepter par les agents de la GRC, puis ils vont m'amener au bureau là, de l'Agence des services frontaliers. Donc là, je vais avoir une entrevue à la frontière. Si l'entrevue est complétée, je vais obtenir mes documents officiels. Si jamais, compte tenu du volume, la demande n'est pas complétée, bien, la demande va être référée là, au bureau de Montréal, au centre-ville. Donc, c'est à ce moment-là, la personne va devoir se présenter au bureau du centre-ville pour compléter les examens, notamment l'examen de la recevabilité. Puis, c'est à ce moment-là qu'elle va recevoir ses documents officiels. Donc, quand je parle des documents officiels, c'est le document du demandeur d'asile, le fameux papier brun que je vous montrais, qui octroie d'office le programme fédéral de santé intérimaire, qui est la couverture médicale des demandeurs d'asile. Donc, si la demande d'asile peut être référée à la CISR, elle va l'être. Donc, c'est à ce moment-là qu'on est en mesure de voir si la personne a déposé une demande d'asile dans l'un des 4 pays avec lesquels le Canada a des ententes d'échange de renseignements. Donc, c'est à ce moment-là que la personne pourrait aussi tomber en erreur. Suite au traitement fait par l'Agence de services frontaliers, donc l'examen de la recevabilité, l'examen de l'identité et l'examen de sécurité, les demandeurs d'asile, s'ils veulent s'établir au Québec, vont être transportés vers nos sites d'hébergement temporaire. Donc ça se fait bien souvent dans les premiers 24 heures.
Donc, là, ils vont arriver le soir, bien souvent vers 9h30, donc ils vont manger, ils vont aller se coucher. Puis le lendemain, ils sont invités à venir au Prida où on va leur faire l'accueil, évaluation des besoins et orientation. Dans le fond, c'est à ce moment-là qu'on va leur expliquer c'est quoi la demande d'asile, toutes les démarches que la personne doit faire, donc comment trouver un avocat, comment faire un examen médical d'immigration, comment aller présenter une demande d'aide sociale, comment trouver un appartement, comment inscrire les enfants à l'école, bref, toutes les questions là, pour venir s'établir et s'intégrer ici au Québec. On a ici au Prida, on a des infirmières cliniciennes. Donc, advienne que la personne ait un besoin de santé, bien, elle va pouvoir rencontrer une infirmière qui va le référer là, vers le professionnel approprié selon le besoin. C'est à ce moment-là aussi qu'on va faire l'évaluation de l'hébergement temporaire, donc pour voir si la personne est admissible à nos sites d'hébergement temporaire. En fait, pour être admissible, il ne faut pas avoir de réseau à Montréal, avoir peu de moyens financiers, puis être arrivé dans les moins de 10 jours, à l'exception des gens là, qui auraient séjourné en détention au centre de surveillance en immigration à Laval. Donc, dans les faits, c'est près de 85% des demandeurs d'asile qui arrivent au Québec qui sont pris en charge dans nos sites d'hébergement temporaire. Nous, on octroie l'hébergement pour une période d'environ 14 jours, mais il y a des extensions possibles là, si la personne n'a pas reçu son chèque d'aide sociale ou si elle n'a pas encore trouvé de logement plus permanent. Donc, pendant la période d'hébergement temporaire, la personne a beaucoup de démarches à faire. Donc, elle doit faire les démarches d'aide sociale, elle doit se chercher un logement, elle doit se chercher un avocat parce qu'il y a le fondement de la demande d'asile qui doit être remis très bientôt. Avant la COVID, il fallait que le fondement de la demande d'asile soit déposé dans les 15 jours. Puis le fondement de la demande d'asile, c'est vraiment le narratif, c'est l'histoire, dans le fond, de la personne, pourquoi elle est ici aujourd'hui pour demander l'asile. Donc, c'est toute l'histoire de persécution. Donc, idéalement, il faut qu'elle ait été accompagnée d'un avocat là, pour remplir ce document-là. Puis aussi, bien, ça va être de faire l'examen médical d'immigration parce que pour recevoir le permis de travail, il faut que la personne ait passé son examen médical d'immigration. Donc, suite à l'hébergement temporaire, bien là, c'est l'intégration dans la communauté. Donc, c'est se familiariser avec son quartier, se familiariser avec le réseau de la santé et des services sociaux parce que ce n'est pas simple de naviguer là-dedans, encore moins avec un PFSI. Ça va être de se chercher un emploi. Si jamais la personne est allophone, ça va être de prendre des cours de français, inscrire les enfants à l'école parce qu'ils ne peuvent pas les inscrire à partir de nos sites d'hébergement temporaire parce qu'il faut vraiment qu'il y ait un logement permanent pour pouvoir inscrire leurs enfants et toutes les autres démarches pour s'intégrer et s'établir ici dans leur nouveau quartier. Là, avec la COVID, en fait, l'entente sur les tiers a été appliquée tout le long de la frontière. Donc, il n'y avait plus de possibilité là, de traverser le chemin Roxham. Donc, c'est vraiment seulement les personnes là, qui se qualifient en vertu des exceptions que j'ai nommées un petit peu plus tôt. Donc, vous pouvez vous imaginer qu'il y a eu une baisse marquée là, des arrivées des demandeurs d'asile. Donc, les demandeurs d'asile qui se qualifient en vertu des exceptions, s'ils ne sont pas pleinement vaccinés, doivent se soumettre à 14 jours de quarantaine puis sont pris en charge par IRCC. Ou s'ils ont de la famille, bien, ils peuvent aller dans leur famille, tout dépendamment là, du plan de quarantaine. Ceux qui sont pleinement vaccinés vont faire le test, puis après, ils vont être envoyés dans nos sites d'hébergement temporaire. Là, je parlais de l'entente sur les tiers parce que je veux que Madame puisse pouvoir entendre la petite mise à jour par rapport à la situation là, des frontières. Donc, je vous avais dit, il y avait un décret. Donc, on a appliqué l'entente sur les tiers pays sûrs tout le long de la frontière pour une période temporaire, mais la période temporaire a duré 1 an et demi. Donc, c'est seulement ceux qui se qualifient en vertu des exceptions prévues à l'entente sur les tiers pays sûrs qui pouvaient passer, donc une baisse marquée des arrivées. Mais depuis le 21 novembre dernier, le retour direct des demandeurs d'asile qui ne se qualifiaient pas a tombé. Donc, ceux qui ne se qualifiaient pas, en passant, ceux qui ne se qualifiaient pas en vertu des exceptions étaient refoulés temporairement vers les États-Unis jusqu'à temps que la situation se résorbe. Donc, depuis le 21 novembre dernier, ce décret-là a tombé, donc le chemin Roxham a rouvert, si je peux dire. Puis depuis, là, c'est des arrivées par centaines par jour. Nous, on a une entente avec le fédéral pour statuer à 60 personnes maximum par jour. Puis depuis le 21, là, on est pas mal dans ces eaux-là, on reçoit une cinquantaine de personnes. Mais là, ce n'est pas tout le monde qui est pleinement vacciné, donc plusieurs personnes là, se retrouvent dans les sites de quarantaine d'IRCC.
les décisions et les recours. Alors, le processus de demande d'asile, c'est quand même un processus qui est long et qui est violent aussi en soi parce que ça demande aux demandeurs d'asile de retourner dans leur vécu traumatique, puis les raisons qui les ont poussés finalement à faire tout ce chemin-là pour demander la protection au Canada. En fait, la demande d'asile, justement, après, normalement, ils rencontrent leur avocat au début, ils déposent le formulaire de fondement de la demande d'asile. Et ensuite de ça, il y a comme un délai de 1 à 2 ans. Je dirais même plus de 2 ans, avant que leur dossier soit mis au rôle, qu'il y ait une audience. Et donc, en fait, c'est ça. Si le jour de l'audience, ils réussissent finalement à démontrer la persécution au pays, qu'ils sont en danger et qu'ils ont bel et bien besoin de la protection du Canada, ils vont tout de suite accéder à la résidence permanente. Ils vont pouvoir appliquer. Donc, ils n'accèdent pas tout de suite, mais ils vont pouvoir appliquer tout de suite après, peut-être 2 semaines après avoir reçu l'acceptation. Ils vont pouvoir aussi appliquer au certificat de sélection du Québec qui permet d'avoir accès à la RAMQ, donc la couverture médicale là, que tous les résidents ici là, avec un statut permanent détiennent. Et dans le cas de refus, bien, il y a plusieurs recours. Il y a la section d'appel des réfugiés. Ça permet pas ça permet seulement d'ajouter des éléments nouveaux qui n'avaient pas été, des éléments de preuve nouveaux qui n'avaient pas été permis d'être déposés lors de la première audience. Donc, on ne peut pas changer, on ne peut pas ajouter des éléments, par exemple, ça ne sera pas recevable si on dit « Ah, ben, j'avais oublié de déposer tel document ». Si l'audience est terminée, ben, c'est trop tard. Mais s'il y a d'autres éléments nouveaux, ben, ça permet justement là, de venir changer la décision. Et souvent, là, la demande d'un représentant désigné pour certaines personnes qui réussissent à démontrer que le jour de l'audience n'était pas en mesure de se représenter soi-même pour différentes raisons là, liées à problèmes de santé mentale qui est intrinsèquement lié au trauma. Ça permet des fois là, de retourner à la première instance, donc la section de protection des réfugiés, puis être réécouté une deuxième fois là, pour obtenir le statut là, ou pas. C'est ça, donc il y a la section d'appel. Ensuite, la section d'appel, si ça ne fonctionne pas, bien, il y a le contrôle judiciaire qui est un peu plus complexe, je dirais, parce que c'est comme un deuxième appel et c'est vraiment basé là, à savoir s'il y a une erreur ou si la décision était juste et raisonnable. C'est plus difficile là, qu'une décision à la contrôle judiciaire soit renvoyée à la SPR, donc à la première étape. Moi, ça fait 2 ans que je suis au Praïda, j'ai entendu 2 histoires que ça a fonctionné. Donc, au moins, c'est bien de savoir que ça fonctionne là, quand même dans plusieurs situations. Et si ça ne fonctionne pas, qu'ils sont toujours refusés au contrôle judiciaire, eh bien, ils vont avoir accès à l'erreur. Donc, cette erreur-là, finalement, ça va être de démontrer une dernière fois qu'ils ne peuvent pas être renvoyés au pays. Et ça me fait penser qu'il y a 2 listes. Il y a le sursis administratif au renvoi. Ce sont des pays, finalement, que le Canada, c'est comme une liste qui est temporaire, celle-là. Donc, il y a la Bande de Gaza, la Syrie, le Mali, la République centrafricaine, le Soudan du Sud, la Libye, le Yémen, le Burundi, le Venezuela et Haïti pour l'instant, que le Canada ne peut pas renvoyer les gens, même s'ils ont été refusés là, pendant l'ensemble, à toutes les différentes étapes du processus, en raison de la situation là, du pays. Et puis, il y a aussi une autre liste qui est suspension temporaire des renvois et celle-là est plus permanente. Donc, on parle de l'Afghanistan, République démocratique du Congo et l'Irak, qui sont là, des pays qui fait en sorte que les gens, s'ils sont refusés à chaque étape, ben, ils sont un peu pris avec le statut de l'erreur. Et ça participe vraiment à perpétuer une précarisation puis une vulnérabilité qui, des fois, nous autres, en tant qu'intervenants, on ressent beaucoup d'impuissance parce qu'il n'y a pas d'autre chose à faire, là, malheureusement. Là. Donc, voilà. Nicolas, je vois le temps qui file. Qu'est-ce que tu en penses qu'on va directement au Praïda? Oui, pourquoi pas, oui. Puis de toute façon, on va vous laisser le PowerPoint, puis les 3 diapositives qu'on va sauter, ça se lit bien.
Si jamais vous avez des questions, je vous invite à nous appeler. Donc, oui, le PRAIDA. Alors, PRAIDA offre différents services. Mission du PRAIDA, c'est vraiment de faciliter finalement l'intégration des demandeurs d'asile au Québec. Ce qui est bien aussi, c'est que le PRAIDA existe seulement au Québec, il n'y en a pas ailleurs au Canada. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Puis, beaucoup de demandeurs qui partent soit en Ontario ou ailleurs, bien, on le mentionne. Il y a des organismes communautaires qui offrent les services, mais PRAIDA, c'est vraiment le centralisé, là, puis c'est vraiment un point de référence à différents niveaux. Donc, on offre des services psychosociaux, de santé également. Il y a l'hébergement. Il y a un accompagnement aussi au niveau des mineurs non accompagnés, donc que les parents ne sont pas présents, les parents biologiques. Il y a aussi là, le bilan de santé et bien-être des réfugiés réinstallés, donc qui sont soit parrainés par l'État ou par le privé, là, qui après, le PRAIDA offre en fait là, une évaluation de santé, des références vers les services de santé, mais également, on offre une évaluation du fonctionnement psychosocial qui permet également de les informer finalement au niveau du processus, au niveau du système ici et tout. Donc, ce qui est bien en fait, c'est qu'avec l'équipe de santé, vu qu'on est comme toutes regroupées ici au PRAIDA ensemble, c'est très facile de référer. Donc, l'équipe de santé, là, ça permet aussi de faire un lien avec la clinique des demandeurs d'asile qui une gang de médecins, finalement, qui ont vraiment à cœur là, les demandeurs d'asile, leur situation. Donc, c'est très facile de travailler avec eux, puis ça leur permet là, finalement d'offrir les soins sans qu'il y ait de discrimination ou d'incompréhension du statut des demandeurs d'asile. Oui, important aussi de savoir qu'il y a des infirmières qui sont aussi aux hébergements. Donc, ils offrent vaccination 48 heures après leur arrivée, rougeole, rubéole, oreillon, varicelle. Et Alexis, est-ce qu'ils offrent aussi la vaccination du COVID? Est-ce que ça va être implanté, ça? Oui, c'est en raison de la pandémie, là, maintenant, on offre le vaccin pour la COVID dans nos sites d'hébergement temporaire. Ça, c'est important de comprendre que la vaccination est offerte dans nos sites d'hébergement temporaire. Sinon, pour les personnes de la communauté, c'est vraiment de se référer à leur CLSC de territoire. En fait, le PRAIDA, vraiment, on est un programme du réseau de la santé et des services sociaux. On fait partie du CIUS Centre-Ouest de l'île de Montréal, mais on a un mandat particulier qui a été établi par une entente entre le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et du ministère de la Santé et des Services sociaux. Donc, en fait, comme disait Nicolas, là, notre majeur, c'est vraiment d'offrir des services psychosociaux aux demandeurs d'asile, puis des soins de santé, mais c'est la bémol, c'est qu'on a des infirmières cliniciennes. C'est vraiment ce qu'ils vont faire, c'est une évaluation des besoins en vue de référer vers nos médecins partenaires. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a environ 30 000 demandeurs d'asile situés à l'île de Montréal. Puis on est 60 intervenants. Donc, on ne peut pas répondre à tous les besoins de tous les demandeurs d'asile. Donc, vraiment, on compte là, sur la collaboration de nos partenaires pour faciliter l'accès aux différents services. On offre, nous, du soutien justement aux professionnels qui œuvrent auprès de ces populations-là. On a une boîte vocale dédiée pour eux. Donc, si jamais ils veulent nous faire une référence ou s'ils veulent du soutien, du support dans leur intervention, poser des questions par rapport à la demande d'asile, bien, tout simplement téléphoner à notre boîte vocale puis quelqu'un les rappelle dans un délai de 24-48 heures. On fait aussi, bien, comme ce qu'on fait là, on fait beaucoup de sensibilisation pour parler de notre clientèle, puis aussi bien, de défendre leurs droits, défendre leur accès aux services parce qu'ils ont accès aux services de santé et services sociaux. C'est juste que leur couverture médicale est méconnue. Donc, nous, vraiment, là, on a un gros travail de sensibilisation vraiment là, à l'échelle de la province. Sinon, rapidement, les services, en fait, bien, évidemment, ça s'adresse aux personnes qui demandent l'asile, mais aussi les personnes dont le dossier est refusé puis qui seront en appel, en erreur ou encore là, pour une demande de résidence permanente pour considération d'ordre humanitaire. Comme Nicolas le disait, on suit les personnes qui sont originaires de pays sous moratoire, donc les pays là, où on ne peut pas renvoyer des gens. On suit les personnes vraiment dès le dépôt de la demande d'asile et jusqu'à la déportation et ou acceptation. Puis, comme 13 autres cliniques au Québec, on offre le bilan de santé et le bilan de bien-être à la population de réfugiés réinstallés. Donc, l'accueil, on en a parlé rapidement. Ici, les deux mandats, Nicolas, faudrait-tu en parler davantage?
Ouais, je parlerais peut-être un peu, tu sais, la prise en charge des mineurs non accompagnés. Le PRAIDA, c'est vraiment un mandat qui est spécifique. L'Agence des services frontaliers va contacter le PRAIDA aussitôt qu'il y a des mineurs non accompagnés qui se présentent à la frontière ou au chemin Roxane. Donc, aussitôt, sont transportés finalement au PRAIDA pour une évaluation par une TS ou un TS. Et c'est vraiment là, ils vont l'aider à différents niveaux, connecter à l'école, informer sur le système. Puis il y a vraiment cette partie-là n'est pas, disons, je dirais, volontaire pour les mineurs. C'est vraiment un service qui est là. Dépendamment des jeunes, là, il va y avoir une implication plus prononcée ou moins prononcée. Dépendamment de l'âge aussi, parce que un jeune de 10 ans qui arrive et qui est un mineur non accompagné ne demandera peut-être pas le même niveau d'accompagnement qu'un jeune de 16-17 ans là, qui vit d'autres genres de trucs. Il y en a un autre mandat spécifique aussi au PRAIDA, c'est la représentation désignée. Donc, c'est la Commission de l'immigration qui mandate le PRAIDA pour accompagner tous les demandeurs d'asile qui ne sont pas en mesure de comprendre la nature de la procédure. Pour les adultes, c'est souvent dû au trauma qu'ils ont vécu au pays, syndrome de stress post-traumatique et qui sont finalement affectés là, au niveau de la santé mentale et qui ne seraient pas en mesure de se représenter là, le jour de l'audience. Donc, on les accompagne, que ce soit dans l'écriture de l'histoire, dans la recherche d'avocats. On peut changer d'avocat si on trouve que l'avocat ne fait pas un bon travail également et qui ne représente pas le meilleur intérêt de la personne. On aide là, on contacte au pays pour obtenir des pièces pour qu'on soit finalement prêt là, le jour de l'audience. J'aime dire que la représentation désignée, c'est de s'assurer que on est là pour s'assurer que la vulnérabilité des gens ne joue pas contre eux le jour de l'audience. Donc, c'est ça. Voilà. Quelques statistiques. En fait, ça, c'est la provenance des demandeurs d'asile qui sont hébergés dans nos sites d'hébergement temporaire. Ça, c'est pour l'année 2020-2021. Donc, en tête de liste, on a Haïti. Ensuite, c'est Colombie, Nigeria, République démocratique du Congo et Mexique. Puis là, en date d'aujourd'hui, j'ai demandé à ma collègue de me sortir les stats parce que le profil a quand même changé. Juste un instant. Donc, encore en tête de liste, c'est Haïti. Ensuite, c'est Nigeria. Ensuite, c'est l'Angola, la Colombie. Puis à égalité, on a le Congo, l'Éthiopie, le Ghana et le Mexique. Sinon, par rapport à la répartition, c'est pas mal 50-50 hommes-femmes. Puis quand même, là, le corps des personnes hébergées sont des enfants. L'impact de la COVID sur les demandes d'asile. Donc, ça ici, en fait, c'est les nouveaux usagers qui ont demandé une demande de service au PRAIDA depuis les dernières années. Donc, en 2016, avant la fameuse été 2017 qui faisait référence aux arrivées massives de demandeurs d'asile en provenance des États-Unis, à l'époque, soit dit en passant, on avait 11 sites d'hébergement temporaire, dont le Stade olympique. Là, à l'heure actuelle, on en a 2. Donc, en 2017, avant la fameuse année, on recevait l'environ 2500 demandeurs d'asile par année. Poup, 2017 est arrivé, là, on parle de volume de près de 16 000. Mais suite à 2017, là, la tendance s'est maintenue, voire était plus. Donc, en 2018, c'était 19 000 demandeurs d'asile. En 2019, 18 000. Puis là, on voit la pandémie est arrivée, 3 500. Mais là, depuis la réouverture du chemin Roxham, le 21 novembre dernier, là, on est dans les mêmes volumes qu'avant la pandémie, puis on peut s'attendre à ce que ça soit comme ça là, pour les prochaines semaines, voire mois. Donc, fort probablement qu'on va enregistrer un nombre qui est équivalent à celui de 2018 ou 2019. Sinon, la COVID a eu des impacts aussi sur les organismes qui travaillent auprès des demandeurs d'asile. En fait, la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, au début de la pandémie, a fermé ses bureaux. Elle a fermé ses bureaux pendant plusieurs mois. Je pense que c'était pendant 3 mois. Donc, ça, c'est le report de plusieurs audiences. Aussi, pour s'adapter à la pandémie, comme plusieurs autres services, ils ont fait un virage à 100% virtuel. Donc, maintenant, les audiences pour les demandeurs d'asile, à moins de cas particuliers là, plus vulnérables, mais toutes les audiences se font en ligne. Nous, au début, on était soucieux de ça, mais apparemment, les demandeurs d'asile trouvent ça mieux cette façon-là parce que c'est moins formel, c'est moins intimidant que d'aller à se présenter là, dans une salle d'audience devant un commissaire, représentant du ministre, etc. Sinon, il y a aussi un avis de pratique là, par rapport en fait, on a octroyé des délais supplémentaires pour le dépôt de documents
Là, je fais référence au document du demandeur d'asile, le fondement de je fais référence, pardon, au fondement de la demande d'asile, donc au fameux document là, qui explique l'histoire. Avant la pandémie, la personne devait le déposer dans les 15 jours, puis maintenant, il y a un 30 jours supplémentaire là, qui est octroyé, puis on parle de 45 jours. Sinon, du côté d'immigration, réfugiés, Citoyenneté Canada, ils ont suspendu plusieurs services là, offerts en personne, dont la production des documents du demandeur d'asile. Donc, plusieurs personnes, là, pendant des mois, se sont retrouvées avec un accusé de réception de la demande d'asile, qui est une feuille blanche qui a l'air de ce qui a l'air. Ça ne fait pas de super document officiel, donc ça a créé énormément de problèmes d'accès pour accéder aux services, malgré qu'il y avait les mêmes numéros qui figurent sur le document du demandeur d'asile. Donc, techniquement, il y avait leur numéro qui référait à la couverture médicale. Donc, ça a créé plusieurs barrières d'accès. Donc, il y a eu des avis d'IRCC comme quoi il fallait que les professionnels acceptent ce document-là comme document officiel et valide jusqu'à preuve du contraire. Mais encore aujourd'hui, on voit encore qu'il y a des personnes qui sont encore avec ces documents-là qui ont des problèmes d'accès. Aussi, pour louer un appartement, ce n'est pas un document qui est super legit, excusez l'anglicisme, pour les propriétaires. Sinon, les entrevues de recevabilité aussi ont été suspendues. Puis ça a posé un enjeu parce que pour obtenir son permis de travail, il faut avoir eu l'entrevue de recevabilité. Donc, il y a des personnes là, pendant plusieurs mois, à cause qu'ils n'ont pas eu l'entrevue de recevabilité, ils ont dû rester sur l'aide sociale. Sinon, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, des barrières d'accès multiples en raison des documents non conventionnels. Tout simplement, obtenir un numéro d'assurance sociale est impossible avec un document du demandeur d'asile expiré, et ce, encore aujourd'hui, malgré les avis d'IRCC. Par contre, il y a quand même eu une bonne nouvelle là, de la pandémie. En fait, là, le programme des Anges gardiens, ceux et celles là, qui ont travaillé dans les CHSLD au début de la pandémie ont pu se régulariser là, via ce programme-là. En fait, c'est d'obtenir la résidence permanente. Selon certains critères, il fallait avoir fait un nombre X d'heures dans des CHSLD, dans des zones rouges pour pouvoir bénéficier de ce programme-là. Donc, plusieurs de nos usagers là, ont pu se régulariser avec ce programme-là. Donc, c'est quand même quelque chose de bien. On a reconnu l'apport des demandeurs d'asile dans tout ça. Au départ, je vous rappelle, les demandeurs d'asile au début de la pandémie étaient perçus comme des moutons noirs. C'était ceux qui amenaient la COVID au Canada, alors que dans le fond, il n'y avait pas de cause à effet là, que les demandeurs d'asile ont amené la COVID ici. Ils ont plutôt aidé dans les CHSLD et dans les zones rouges, les zones chaudes là, contre la pandémie, en tout cas. Sinon, du côté de l'Agence des services frontaliers, l'entente sur les tiers pays sûrs, elle a été appliquée vraiment tout le long de la frontière. Donc, ceux et celles qui ne se qualifiaient pas en vertu des exceptions soient refoulés aux États-Unis jusqu'à nouvel ordre. Ça, aussi, ça causait certaines problématiques parce qu'on n'était pas certain que les personnes n'allaient pas être déportées aux États-Unis dans les centres de détention parce que c'est quand même une pratique courante aux États-Unis, ou encore carrément déportées dans leur pays d'origine. La SFC remettait un numéro de téléphone à ces personnes-là qui les invitait à les appeler pour voir quand est-ce qu'ils pourraient revenir. Puis là, depuis un certain moment, là, les personnes qui ont été refoulées peuvent revenir au Canada en demander l'asile. Sinon, ça a aussi posé des enjeux pour la réunification familiale, ceux qui étaient acceptés et qui voulaient faire venir leur famille ici. Tout ça était impossible en raison de la pandémie, de la fermeture des frontières. La quarantaine obligatoire aussi à ceux qui est autorisés à présenter une demande. Donc, ça, c'est des adaptations là, que l'Agence a mis de l'avant pour contenir la pandémie. Puis, c'est ça, au niveau là, psychosocial, c'est ça, ça a amené pour nous là, un autre. En fait, le fardeau de la pandémie, toute l'anxiété et le stress que les gens vivaient face à un virus qu'on ne connaissait pas, mais ça s'ajoutait à tout ce qui, leur bagage et eux autres qui portaient depuis plusieurs mois. Généralement, juste avant la pandémie, j'avais travaillé 2 mois au Pride-Up, puis je voyais les gens arriver au Canada, ils se déposaient, puis ils étaient comme, OK, je suis arrivé à ma destination finale. C'est ici que je vais demander l'asile, je me sens en sécurité et tout. Donc là, j'ai vraiment vu, là, en tout cas au niveau des suivis, aussi de savoir que dans les pays aussi, le virus était géré différemment, puis il attaquait différemment également. Donc, ça a créé là, beaucoup d'angoisse, d'instabilité pour des gens qui sont déjà vulnérables. Donc, ça s'est ajouté, puis c'était assez difficile. Discrimination, Alexis, on a déjà parlé.
Mais justement, dans les hébergements, quand tout a commencé, trouver un logement, c'était très, très, très difficile parce que dans ce temps-là, mars, avril, mai, c'était des moments où on se disait c'est les voyageurs qui apportent la COVID et donc eux, ils venaient d'arriver au pays. Donc, ils étaient considérés là, comme porteurs de ce virus-là. Donc, même à l'hébergement, on a dû faire là, les extensions, en fait, c'était des extensions d'un mois, tu sais, en se disant, bon, ben, on va juste prendre le temps de trouver des propriétaires qui vont vouloir finalement accepter les demandeurs malgré la situation qui se présente. Donc, on avait, même dans les hébergements, il y avait des zones rouges, des zones jaunes, avec les infirmières qui étaient là pour tester les gens pour voir s'il y avait des symptômes et tout. C'était vraiment chaotique, mais dans ce chaos-là, ça a vraiment créé une situation où normalement, on voit les gens 2, 3 semaines après ça, ils quittent dans la communauté. On les revoit peut-être là, au Praïda, dans différents services, mais là, ça a vraiment créé un sentiment d'appartenance au Praïda. On était 300-400 là, au tout début là, à se voir à tous les jours, à s'épauler là, à travers tout ça. Donc, c'était vraiment, par contre, un super beau moment là, autant pour eux que pour nous. Donc, c'est ça, on a dû fermer un hébergement pendant la COVID, au Royal Victoria. Donc, pendant la dernière année et demie, il y a seulement eu le YMCA qui était l'hébergement. Puis là, tout récemment, il y a un nouvel hébergement qui vient d'ouvrir là, à la place du Puy. Donc, c'est tout récent. Je crois que c'est lundi qu'il a ouvert. Et aussi, ben, au niveau des travailleurs sociaux, ben, ça l'a créé aussi, on est allé prêter main forte dans les autres départements du réseau qui avaient besoin d'aide. Donc, il y a eu beaucoup de délestage. Donc, on s'est beaucoup entraidés malgré tout. Là, on faisait un travail qui n'était pas nécessairement le nôtre, où on prenait une charge qui était différente et tout ça. Donc, mais là, maintenant, la plupart des gens ont été rapatriés au Praïda récemment. Puis là, on s'est adapté aussi avec la télépratique, qui est beaucoup plus simple, je dirais. On peut faire beaucoup plus de choses en une semaine, je trouve, que de se déplacer. Surtout comme moi, comme représentant désigné, je peux avoir 3 rencontres avec des avocats dans ma matinée, quand avant, ben, si on doit se déplacer, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, ça permet aussi d'avoir accès à des avocats qui ne sont pas nécessairement physiquement à Montréal, mais qui peuvent représenter quand même les gens en étant dans une autre ville, puis en acceptant des mandats d'aide juridique. Donc, ça, c'est toujours un plus. Est-ce que vous aviez des questions? Je sais qu'il est déjà 1h49. Ben, moi, je voulais juste vous remercier, honnêtement. J'ai trouvé ça tellement intéressant. Puis je pense que justement, c'était la première fois que j'en entendais parler drôlement, vu que je travaille aussi dans le domaine, mais je trouve ça vraiment pertinent d'en entendre parler puis de pouvoir de savoir ce qui se passe au Québec, là. Je crois qu'il y a une question de la part de Jérôme. Oui, oui, en fait, ben, c'était super intéressant, c'était très informatif, en fait, de voir qu'est-ce qui se fait sur le terrain. En fait, la question que je me demandais, vous êtes justement plus sur le terrain, vous avez plus de contact avec les intervenants. Puis je me demandais, avant la pandémie, il y avait quand même une mobilisation assez importante là, et inquiétante de certains groupes anti-immigration autour du chemin Roxham. Je me demandais si on sait un peu comment ça a évolué, ça, avec la pandémie. Bon, on sait qu'il y en a beaucoup de ces groupes-là qui se sont recyclés dans la lutte contre les vaccins. Comment ça bouge en ce moment de ce côté-là? Est-ce qu'on sait? Très bonne question. Moi, pour ma part, j'ai pas vu, j'ai pas entendu rien de ces fameux groupes-là. Là. Je pense que tu réfères à la meute et ce type de groupe-là. Ouais, non, on n'a pas vraiment. Moi, pour ma part, j'ai pas vraiment eu vent là, de s'il recontinuait d'autres manifestations anti-immigration. Malheureusement, je n'ai pas d'infos là-dessus, désolé. Moi non plus. Puis c'est sûr qu'on a vu, au début, il y a vraiment une réticence avec la COVID quand tout est arrivé. Mais par la suite, je n'ai pas entendu non plus là, quoi que ce soit par rapport à ça. Ouais. J'ai l'impression que la question vaccinale est plus d'actualité que la question des demandeurs d'asile. Tant mieux, si on n'en entend pas parler, Ouais. généralement, c'est bon signe. Oui.
Mais tu sais, je ne sais pas si vous avez remarqué, là, mais depuis la semaine passée, on commence à en parler beaucoup plus là, des demandeurs d'asile dans l'actualité. Puis il y a des médias qui sont venus aux abords de nos sites d'hébergement temporaire pour sonder les migrants, connaître des détails de leur trajectoire, s'ils étaient testés, par exemple, des choses comme ça. Puis on parle aussi de la réouverture d'un chemin illégal, ce que je disais tantôt, là, de faire attention aux mots utilisés. Merci. Mais oui, au nom aussi du comité sur le droit de l'immigration, justement, Amy devait partir, mais il voulait juste vous remercier. C'était vraiment pertinent. Puis il voulait aussi, en tout cas, on s'en reparlera, mais peut-être pour une collaboration future. Puis c'est ça, honnêtement, c'était vraiment, vraiment enrichissant. Je suis vraiment contente d'avoir pu vous parler. Puis c'est ça, si on a votre accord, on va pouvoir le diffuser aussi sur notre chaîne YouTube. Puis oui, parce que je trouve que c'est tellement important de pouvoir parler de ça, alors justement qu'on est basé au Québec, de pouvoir savoir c'est quoi nos ressources ici. Oui. C'est un programme pour vrai. Oui, je travaille pour ce programme-là, mais je suis extrêmement fière du programme pour lequel je travaille. C'est un programme novateur, c'est unique au Québec, c'est unique au Canada, ça n'existe pas ailleurs dans le monde. Notre programme suscite énormément d'intérêt au point Médecins du Monde fait une recherche comparative sur notre façon d'intervenir versus la leur à Paris. C'est un super programme. Mais c'est clair que c'est tellement pertinent d'avoir toutes les ressources justement mises à la même place, alors que justement, quand les demandeurs d'asile arrivent, il y a tellement de choses à prendre en compte. Alors, non, je trouve ça c'est super, super intéressant. Donc, j'ai hâte d'en entendre plus. Tu sais, étant un CIUS, on a une mission universitaire aussi, puis on est tout à fait partant pour collaborer avec les universités. Si jamais vous voulez qu'on aille faire des présentations dans des cours, c'est des choses qu'on fait. On le fait beaucoup dans les cohortes là, par exemple, en santé publique de l'Université de Montréal ou le travail social. Mais si jamais vous pouvez nous faciliter un cours en droit, ça nous ferait vraiment super plaisir. Oui, non, c'est clair. Je pense que c'est clair que je vous reviens bientôt avec plus de questions. Super. Puis merci beaucoup pour le partage de l'appel à candidature là, pour le bénévolat. Ça a porté fruit. On a reçu